On va vous parler un petit peu de souveraineté du point de vue des individus. L'intro, je vais faire très rapidement. Globalement, je vais vous parler de management, en fait. Vous allez voir. Le truc rigolo, c'est quand je vais parler de management. Donc, 4 parties très rapides. Un petit récap sur les données personnelles. Et vous verrez que ça, c'est pour moi l'excellent exemple de comment on fait de la géopolitique avec la souveraineté des individus. Ensuite, on parlera de ce qui fait échouer les transformations numériques dans beaucoup d'organisations. Ensuite, on regardera un petit peu les effets de structure du médium lui-même. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous et toutes familiers des travaux de McLuhan, mais on reprendra un peu ça. Le 4e sujet, j'avais pas envie de le mettre dans le plan, donc on verra tout à l'heure. Et puis, une petite conclusion facile. Sur la partie données personnelles et protectionnisme, alors c'est toujours un peu compliqué, parce que vous voyez qu'on embête les gens avec les données personnelles. Enfin, c'est un sujet un peu central, ça se retrouve partout. Pourquoi on fait un tel pataquès sur ce truc-là, alors que dans d'autres zones du monde, c'est pas un sujet? Et ça, en général, c'est une notion qui n'est pas complètement évidente. Alors, je sais qu'il y en a qui ont déjà vu le spectacle, mais je vais vous faire la petite redite en 3 points. En fait, pour comprendre pourquoi on embête le monde sur les données personnelles, il y a 3 idées qu'il faut réussir à intégrer. La première, c'est que l'ordinateur est fatal. Alors celle-là, quand je présente à des informaticiens, ça les fait bondir, parce que, comme tout le monde, ils n'entendent pas fatal, ils entendent mortel. Et fatal, c'est pas mortel. Fatal, au sens de fatalitas, en latin, c'est le fait qu'on ne peut pas négocier. Je ne sais pas si vous voyez en quoi l'ordinateur est fatal. Quand l'ordinateur fait quelque chose, il n'y a pas de sujet à négociation. Or, le monde des humains n'est que négociation. La société n'est que le fruit de la discussion que nous avons entre nous en permanence. Il y a 2-3 exemples que j'aime bien donner pour expliquer l'ordinateur est fatal. Celui de l'administration, il est marrant. 1970, vous avez besoin de faire une démarche dans une administration, vous allez au guichet, vous récupérez le papier, vous remplissez nom, prénom, âge du capitaine, longueur du bateau, machin, bidule. Et puis à un moment, il faut choisir entre rouge et bleu. Et vous, votre cas, manifestement, c'est vert. Enfin, je veux dire, ça se voit. Vert, le monsieur. Et donc vous allez au guichet, vous expliquez. Tout le monde voit bien que votre cas, c'est vert et que donc ça dépend, ça dépasse, hein, pour ceux qui ont les références de vieux. Et donc la personne au guichet va se débrouiller, va aller voir son chef, va adjoindre un courrier au dossier, va agrafer une note au formulaire. Alors une note, oui, 1970, il n'y a pas encore de post-it. Bref, on va se dépatouiller. 2020 et des briquettes, vous faites la même démarche, vous allez chercher le formulaire en ligne. Alors vous le trouvez sur Google plutôt que sur le site de l'administration, comme d'habitude. Vous remplissez le truc, nom, prénom, âge du capitaine, longueur du bateau, et puis il y a un champ, il faut choisir entre rouge et bleu, et vous êtes toujours vert. Il y a une petite bulle d'aide à côté qui vous informe que le champ est obligatoire et qu'il vous faut choisir entre rouge et vert, entre rouge et bleu. Bon, ok. Ça vous arrange pas. Il y a un chatbot. À la 8e reformulation de votre question, le chatbot arrive à vous répondre que le champ est obligatoire et il vous faut choisir entre rouge et bleu. Il y a un questionnaire de satisfaction, donc du coup on dit que c'est de la merde et on est très énervé. Après de très nombreux efforts, vous trouvez un numéro de téléphone qui vous permet de prendre un rendez-vous, où vous allez rencontrer quelqu'un de l'administration qui du coup vous aide à remplir votre dossier, et qui voit bien que votre cas c'est vert. Sauf que cette personne, elle a le même formulaire informatique, et qu'on ne peut pas agrafer une note parce que c'est pas prévu. L'ordinateur est fatal. Ce qu'a décidé l'ordinateur, vous ne pouvez pas en sortir. Autre exemple que j'aime bien nommer, qui parmi vous connaît la riante cité de La Île-et-Rose, en banlieue parisienne? Vous savez comment ça s'écrit? C'est L''H-A-Y'. Et alors vous savez peut-être pas, mais dans le schéma de codage de caractères normalisé ISO 8859, première page, c'est ce qui code c'est le schéma 8 bits pour coder les caractères latins, entre autres pour le français, donc tous les caractères accentués, tout ça. Ils ont omis, c'est une erreur, apparemment le représentant de la France n'était pas assez réveillé pendant les phases de discussion, ils ont omis 2 caractères, le E dans l'eau en capital et le Y' en capital. Il y est bien en minuscule, mais pas en capital.
Or, si vous regardez, tous les papiers de signalisation, tous les panneaux de signalisation sont en capitales. Si vous regardez votre carte d'identité, toutes les adresses sont écrites en capitales. Et donc, on va écrire la île est rose sans le tréma, si l'ordinateur ne sait pas écrire Y tréma en capitale. Mais du coup, c'est quoi le vrai nom du bled? C'est avec ou sans le tréma? C'est quoi la réalité? Parce qu'à partir du moment où on ne sait plus la représenter dans l'ordinateur, on fait des papiers avec pas le vrai nom de la ville? Vous voyez, c'est bizarre, hein? Même truc, quand Cédric O remplit un formulaire en ligne, vous voyez qui c'est, Cédric O? Okay, l'ancien qui faisait rien au numérique. Il a un nom en une lettre. Vous n'imaginez pas le nombre de formulaires informatiques qui vous expliquent qu'un nom propre, c'est au moins 2 lettres ou au moins 3 lettres. Il fait quoi? Il s'appelle OEAU pour faire plaisir à l'ordinateur? Vous voyez le truc? C'est ça, l'ordinateur est fatal. L'ordinateur décide. La réalité qu'il ne sait pas décrire n'existe plus. Deuxième élément à comprendre, c'est le fait que tout fichier est une maltraitance potentielle. Alors ça, je sais que c'est un truc un peu perturbant. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de réification. Les psys, ils appellent ça de la réification. Et en fait, quand vous mettez les gens en fiche, vous vous apprêtez à les traiter comme des choses. Et ça, c'est la première étape d'une maltraitance. Si vous voulez vraiment maltraiter sérieusement des gens, il faut d'abord que vous cessiez de les considérer comme des gens. Okay. Il faut d'abord les considérer comme des choses, et une fois que vous les considérez comme des choses, vous pourrez leur faire du mal. Alors que si vous les considérez comme des gens, ce sera plus difficile, ce sera plus coûteux de leur faire du mal. Si vous voulez un exemple pour ça, alors on peut sauter tout de suite sur le point Godwin. Hein. On ne peut pas brûler les juifs si on considère que c'est des gens. Il faut d'abord considérer que c'est des parasites. Mais si on s'évite le point Godwin et qu'on cherche une situation plus réelle, si vous devez priver de leurs attestations, de leurs indemnisations des chômeurs par paquet de 1000, il faut considérer que c'est des lignes dans une base de données. Si vous considérez des lignes dans une base de données, vous pouvez radier les chômeurs par paquet de 1000, vous y arriverez. Si vous devez les recevoir un par un et leur dire dans les yeux qu'ils ne toucheront plus d'indemnité et qu'ils seront priés d'aller dormir sous les ponts et que les gamins seront priés de ne pas avoir faim parce que de toute façon, il n'y aura pas à manger, 1000 dans la journée, vous n'y arriverez pas. Vous allez craquer. Ça va vous rendre fou. Vous ne pouvez pas maltraiter les gens sans d'abord les considérer comme des choses. Et donc la réification qui a lieu quand on met les gens en fiche, et j'insiste, en fiche, il n'y a pas besoin que ce soit une fiche informatique. C'est évidemment beaucoup plus efficace avec un ordinateur, mais on peut le faire sans. Tout fichier est le début d'une maltraitance potentielle. Et puis le troisième élément à avoir en tête, c'est que les données sont la personne. Alors ça aussi, ça perturbe un petit peu. Vous n'êtes qu'une somme de données. C'est-à-dire, si je prends le monsieur au premier rang, c'est toujours quelqu'un au premier rang qui perd. Le monsieur au premier rang, qu'est-ce qu'il définit? C'est pas ses atomes. Enfin, la somme d'atomes qui composent le monsieur. Moi, je suis formel, il n'y a pas un atome d'origine. Ils ont tous changé depuis sa naissance. Entre ce qu'il mange, ce qu'il évacue, etc., il n'y a quasiment pas un atome d'origine. Donc, ce n'est pas la somme de ses atomes, ce qu'il définit, lui. C'est qui il est, comment il interagit avec le monde, quelle influence le monde a eu sur lui, quelle influence il a eu sur le monde, comment il a déformé les choses autour de lui, comment l'univers entier l'a déformé, etc. C'est ça qui définit qui vous êtes. Vous n'êtes que la somme des données vous concernant. Tout ce que vos parents savent de vous, ce sont des données. Là, ça peut être des données extraordinairement précises, et puis une connaissance intime, etc. Mais les données, c'est vous. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on joue à l'ordinateur avec des données personnelles? On s'apprête à maltraiter, sans recours, des personnes. Du coup, c'est un sujet sérieux, du coup, il y a des normes exigeantes là-dessus. C'est pour ça que l'histoire européenne nous a amené, et pas que la Deuxième Guerre mondiale, il y a d'autres briques, nous a amené à avoir en Europe, et c'est assez spécifique à l'Europe, une vision particulière des données personnelles. Typiquement, l'Allemagne a une vision très dense de ce que c'est les problèmes de données personnelles et de comment ça se protège. Les lois sur la protection des données personnelles en Allemagne, c'est le début des années 70. Et si je vous refais en 40 secondes la présentation que j'ai faite à l'USI il y a 2 ans, le droit
européen sur la protection des données personnelles est fondamentalement incompatible avec le droit américain. C'est ce que nous a dit à 2 reprises la Cour de justice de l'Union européenne. On attend un jour ou l'autre la 3e décision qui ira probablement dans le même sens. Mais on a déjà 2 jurisprudences de Cour suprême qui nous disent que quiconque respecte le droit américain sur les données personnelles ne peut pas respecter le droit européen parce qu'on n'a pas les mêmes définitions. Ça, c'est un outil de protectionnisme. On a écrit des textes qui protègent les personnes parce qu'on s'apprête à maltraiter sans recours des gens. Et donc on a écrit des textes qui protègent les personnes, et ce texte, si on l'applique comme il faut, il a un effet protectionniste, puisque les entreprises américaines ne peuvent pas le respecter. Les entreprises américaines sont soumises à un certain nombre de textes, dont Patriot Act et Cloud Act, qui définissent la façon dont l'administration américaine peut accéder aux données. Et en fait, les contrôles prévus par ces textes sont insuffisants au regard du droit européen. Et donc une entreprise américaine, même quand elle opère en Europe, est soumise au droit américain parce qu'il est extraterritorial et donc ne protège pas suffisamment les données des citoyens européens. Et donc, il y a évidemment un effet d'éviction possible. C'est un des effets des textes. C'est typiquement un effet protectionniste qui, pour le moment, n'est pas utilisé par nos entreprises parce qu'elles sont très occupées à... en gros, gémir du fait qu'il y a une norme contraignante et qui les protège extraordinairement et qui leur fabrique un marché protégé gigantesque. Et elles sont beaucoup plus occupées à s'en plaindre qu'à utiliser l'arme pour se battre contre leurs concurrents. Ce qui est un peu triste. Donc voilà, pour moi, cet élément-là, sur données personnelles et protectionnisme, il est intéressant parce qu'il montre qu'en partant de « on va protéger les individus », on peut fabriquer du texte qui nous permet de faire du protectionnisme économique et de fabriquer des règles sur le marché qui nous permettraient de développer du business en Europe. On l'a fait à d'autres endroits. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, on a interdit le bœuf aux hormones. Je ne sais pas si ça vous rappelle des trucs. Ça, c'est du protectionnisme contre les États-Unis. C'est pour empêcher l'importation de viande américaine. Et ça a marché. On importe très peu de viande des États-Unis parce que s'il y a eu des injections d'hormones dans les bestiaux, la viande n'est pas propre à l'importation en Europe. Et c'était le même jeu. On a défini, on dit, OK, pour des histoires de santé, de qualité alimentaire, etc., on ne veut pas de ça pour nos consommateurs. Et donc, pour protéger nos consommateurs, on définit une norme, et la norme nous permet de faire du protectionnisme. Donc, ce n'est pas très nouveau comme concept. Le deuxième élément dont je veux vous parler... Ça ne marche plus, la chose ? Si. C'est l'échec de la transformation numérique des entreprises. Alors, je ne sais pas qui parmi vous a déjà pratiqué ça, mais vous savez que quand on échoue sur une transfo numérique, c'est jamais sur de la technique. La difficulté, elle n'est pas dans la technique. Enfin, j'ai un bug dans un programme, ça se corrige, et c'est pas ça qui fait échouer un projet de transformation. Un retard dans le développement, ça ne fait pas échouer un projet, ça le ralentit un peu. Quand on échoue, c'est toujours sur un endroit très particulier qui est sur des problèmes d'organisation. C'est là qu'on a du mal. Et toujours sur les mêmes histoires, c'est-à-dire que si on regarde tout ce que nous racontent les méthodes supposées modernes de management, les méthodes agiles, le lean management, les feature teams, j'imagine que vous avez tous déjà entendu parler de tout ça, on parle d'une façon de s'organiser où on va fabriquer une équipe qui contient toutes les compétences et qui a la capacité d'agir et de prendre des décisions pour traiter le sujet. Et en général, on fait ça dans des organismes qui ne sont pas organisés de cette manière-là. Et c'est ce changement d'organisation qui pose problème. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, on vient toucher au fait qu'il faut déplacer le pouvoir d'un endroit à un autre, au fait qu'il faut déplacer le centre de prise de décision. Et du coup, là, ça crée des tensions et ça crée des difficultés. Et ça fait échouer les projets. C'est une des sources principales. Ce n'est pas la seule, j'en connais 2 ou 3 autres. En particulier le réglementaire, il y a bien moyen de faire planter des projets avec du réglementaire. Mais ça, c'est un des sujets absolument importants. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la difficulté... Alors, 2 choses. D'abord, le fait que ce mode de gestion, où on amène le pouvoir à l'équipe qui est en charge du sujet et qui va s'organiser pour le traiter, etc.,
Alors, on a des livres de théorie du management, hein, vous connaissez des machins, genre le manifeste agile, ce genre de trucs. Mais il y a des bouquins plus sérieux écrits il y a plus longtemps sur le sujet, mais que vous connaissez probablement pas. J'en vois un qui se marre dans la salle. Vous voyez qui a écrit, qui a théorisé ça à la fin du 19e siècle et qui a écrit des bouquins là-dessus? Vous l'avez pas? C'est les anarchistes. Le fait que c'est un mode d'organisation plus efficace et moins maltraitant pour les gens, on le sait depuis le 19e siècle, il y a les anarchistes qui ont écrit des bouquins dessus. Et si vous regardez la façon dont ils ont été accueillis, avec leur idée de regarder, on va s'auto-organiser, le monde sera plus joli et plus doux, ils ont été accueillis à peu près comme la transformation numérique dans les entreprises. Hein. Ça ne s'est pas toujours très bien passé. Il y a 2-3 communautés où ils se sont organisés, puis la majorité du temps, on leur a tapé dessus. Alors après, ça les a mis en colère, ils ont fait des bombes et tout, mais ce mode d'organisation, il est théorisé. C'est il n'y a pas beaucoup d'endroits hein, où a lieu la pensée politique dans le monde. Et les anarchistes ont ce site particulier qu'ils ont passé leur temps à écrire des livres et à faire des librairies, etc. Et du coup, ils ont beaucoup de théories très bien construites. Et en particulier des théories de management. Il y a un autre morceau que je veux vous montrer. Alors celui-là, je l'ai piqué à Tristan Nitto. Alors, c'est juste pour vous montrer que j'ai vraiment été volé le contenu à Wikipédia, mais c'est pas très lisible. Du coup, je vous l'ai remis en plus grand. J'insiste sur le fait que c'est en gros une analyse de comment s'organisent les organisations, les entreprises, les administrations, les associations. Et les deux théories, la théorie X et la théorie Y, sont vraies. C'est-à-dire que les deux sont constatés dans la pratique dans des organisations, et les deux produisent des organisations qui sont fonctionnelles et qui ne sont pas encore mortes. Okay ? Donc la théorie X, c'est en gros l'humain il n'a pas envie de bosser, du coup pour qu'il travaille il faut qu'on le tape. Comme on le tape, dès qu'on arrête de le regarder, il arrête de travailler, donc il faut le surveiller absolument en permanence. L'humain est moins stressé quand il est dirigé, ce qui est vrai. On est moins stressé. Le fait d'être prisonnier et esclave est beaucoup moins stressant que d'être libre. Du coup, l'humain n'aime pas les responsabilités. Ce qu'il veut, c'est la sécurité et qu'on lui foute la paix et que ce ne soit pas de sa faute. Et le seul moment où il fait preuve d'intelligence, c'est quand il faut échapper à la règle, ce que tout le monde sait. On n'est jamais aussi brillant que quand il faut, par exemple, se soustraire à l'impôt. Bien, et cette théorie est vraie. C'est-à-dire qu'il y a une quantité astronomique d'organisations qui fonctionnent comme ça. La théorie Y, vous voyez, elle ne fonctionne pas du tout sur le même modèle. Elle dit qu'en fait, le travail, que ce soit physique ou mental, c'est aussi rigolo que le jeu. Le jeu, ça peut être de jouer aux échecs ou ça peut être de faire du vélo. Enfin, je veux dire, c'est ludique, et c'est ludique pareil. Du coup, le contrôle et la punition, c'est pas forcément très utile. Il y a plein d'autres outils. Et si les gens sont associés à ce qu'ils ont à faire, etc., ils vont être très volontaires pour le faire, et du coup, ils sont capables de déployer une énergie folle. Que du coup, dans ce contexte-là, les gens vont rechercher les responsabilités, parce qu'ils sont très contents de pouvoir aider. Que du coup, voilà, les gens sont motivés par autre chose que des tartes dans la gueule, etc., etc. Et c'est vrai aussi. C'est-à-dire qu'il y a un paquet d'organisations qui sont très efficaces et qui survivent sur du temps long avec ces théories de management-là. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Parce qu'en fait, ce qu'on préconise, typiquement dans le manifeste agile ou dans les théories du lean management, etc., c'est quelque chose qui ressemble assez à ça. C'est très orienté théorie Y. Et quand on essaye de le greffer dans un groupe social qui est entièrement structuré sur la théorie X, ça va marcher assez mal, vous voyez. La greffe ne va pas prendre. Mais de la même manière, si vous venez avec des méthodes extrêmement carrées de la théorie X sur comment on fait avec les 6 niveaux de management, les 3 grades, et l'art et la manière de punir les gens quand les objectifs ne sont pas atteints, vous essayez de greffer ça dans un groupe qui fonctionne selon le modèle Y, la greffe ne va pas prendre. Enfin, vous allez avoir une révolution. Et en fait, je trouve que ça, c'est un élément extrêmement intéressant, de voir que les structures techniques nous amènent à des structures de management qui peuvent correspondre ou pas au modèle qui fonctionne dans les groupes.
Parce qu'en fait, l'idée que pour faire du numérique qui marche, il faut des feature teams, des petites équipes auto-organisées, où on a mis au même endroit toutes les compétences, depuis la définition du produit jusqu'à l'administration en prod, ça, c'est un truc qui vient en grande partie de la façon dont est structuré Internet. Okay. C'est-à-dire que ça, c'est ce que nous raconte McLuhan. Alors, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, M. McLuhan. C'est le monsieur qui expliquait que ce qui est important, c'est le médium sur lequel on s'exprime beaucoup plus que ce qu'on y dit. Et je sais que c'est perturbant. Dans une société où la communication est exclusivement orale, on voit émerger certaines structures sociales, quel que soit le récit que l'on fait. Okay. Qu'on explique que le monde a été créé par le dieu serpent, ou qu'on explique que le monde navigue sur le dos du dieu tortue, ou qu'on explique n'importe quel autre morceau de cosmogonie, les sociétés vont se structurer par le fait qu'elles sont de tradition orale et que les traditions orales fabriquent une structure de la société. Et ce qu'a beaucoup étudié McLuhan à son époque, c'est la presse écrite et puis la radio, et où en fait on a des médias extrêmement verticaux qui définissent une société extrêmement verticale, et qu'en fait la structure de la société va beaucoup plus émerger du support sur lequel on s'exprime que du message qu'on est en train d'exprimer. C'est très étrange. Si vous voulez un parallèle, c'est la façon dont vous tissez a plus d'importance pour définir la qualité du tissu à la sortie que le fil avec lequel vous êtes en train de tisser. Si vous tissez de telle manière avec du fil de coton ou avec du fil de lin, ça fera des tissus qui sont de structure très proche, alors que si vous tissez d'une autre manière, que ce soit avec du coton ou avec du lin, ça fera autre chose. C'est un peu ça l'idée de ce qu'explique McLuhan. Et ce qu'on voit, c'est que ça s'étend très bien. Ça s'étend très bien vers la télévision, c'est-à-dire qu'on constate que la télévision est un média extrêmement vertical, encore plus que ne l'était la presse écrite, et donc amène une société beaucoup plus verticale que ne l'était la société de la presse écrite, et ça c'est typiquement le monde des années 80. Ça fonctionne aussi quand on regarde comment fonctionne Internet. Internet qui est extrêmement horizontal. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment c'est foutu Internet sur le plan technique. En fait, il y a quelques normes d'interconnexion entre opérateurs qui sont définies autour de 2-3 protocoles genre BGP. Mais chaque opérateur fait vraiment sa tambouille comme il veut. Hein. Il y a des opérateurs associativo-bordéliques gérés par des alcooliques barbus qui gèrent ça dans leur coin, genre mes potes dans Gitoyen. Et puis il y a des opérateurs presque militaires dans leur mode d'organisation, avec des chefs, des sous-chefs, des demi-chefs, des surchefs, etc. Genre, je sais pas, chez Orange. Et c'est pas le même mode d'organisation, hein, l'association autogérée de gens bénévoles et la grande entreprise, c'est pas du tout c'est pas le même rangement. Et pourtant, les deux sont interconnectés sans aucun problème parce qu'on respecte les mêmes protocoles. L'opérateur d'État au Pakistan, il n'a rien à voir dans son mode de fonctionnement et dans ses objectifs avec Verizon aux États-Unis ou avec Colt à Londres ou avec Google ou avec machin. Enfin, vous voyez, c'est des gens qui n'ont rien à voir. Et pourtant, tous ces trucs-là sont interconnectés et interopèrent. Alors qu'il n'y a pas de chef. Vous voyez le truc ? Il n'y a pas de chef d'Internet. On a écrit la norme. Tout le monde la respecte vaguement, mais pas exactement. Si quelqu'un ne la respecte pas, il n'y a personne pour lui mettre une amende. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de loi commune. C'est très bizarre, c'est vraiment très bizarre. Et pourtant, ça fonctionne. Et effectivement, ça amène des structures sociales qui sont très différentes, où on est sur un système extrêmement horizontal. Et où du coup, pour que tout ça fonctionne, il faut qu'on soit tous d'accord sur la règle à respecter, alors qu'il n'y a rien de commun. Faut repérer, entre la Corée du Nord et les États-Unis d'Amérique, le nombre de points communs est quand même restreint. Hein. Et pourtant, les deux interopèrent. Okay, le réseau à Cuba, il interopère avec le réseau aux États-Unis. Ça transite probablement par ailleurs pour des histoires de blocus et machin, mais ça existe et ça marche. Et ça marche. Alors qu'il n'y a rien de commun. Je veux dire, on n'arrive pas à faire coopérer deux entreprises pour fabriquer un bidule, mais ça, on arrive à le faire. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Parce qu'effectivement, ce sont ces modèles-là qui font émerger l'idée que, ah oui, tiens, sur le plan technique, quand on s'auto-organise, on a un truc plus efficace. C'est-à-dire que c'est ça qui produit cette idée, qui est celle qu'on retrouve dans les théories de management du XXIe siècle et qui nous viennent de l'anarchie au XIXe,
Sur le fait que l'auto-organisation est un modèle beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Si on compare cette structure-là avec celle des médias contemporains, ce que j'appelle les médias contemporains, c'est les TikTok, Twitter, Facebook, même si Facebook c'est pour les vieux maintenant. Attention, ces choses-là ont une structure qui, par essence, est beaucoup plus proche de la télévision que d'Internet. Parce que autant Internet n'a pas de centre, et ce sont en gros 40-50 000 opérateurs interconnectés entre eux de tailles extraordinairement différentes. Vous voyez, Google, c'est un opérateur. French Data Network, dont j'ai été président pendant 14 ans, c'est un opérateur aussi. C'est pas le même chiffre d'affaires, hein. Il y a bien 6 zéros d'écart. Au moins. Ah ouais, au moins, oui. Peut-être même 7. Donc Internet est un truc qui n'a pas de centre, qui est entièrement réticulaire, comme on dit quand on veut faire savant. Enfin, c'est du réseau, quoi. Alors que Twitter, il y a un point central, il y a un chef, il s'appelle Elon Musk. Il est un peu psychopathe, comme vous savez tous. Et du coup, c'est son réseau, il fait ce qu'il veut. Il a décidé que c'était devenu réseau facho. C'est devenu réseau facho, vous pouvez rien y faire. Hein. Okay. Ça, sur Internet, ça ne peut pas marcher. Vous pouvez transformer votre opérateur comme vous avez envie. Si vous êtes un des opérateurs d'Internet, vous pouvez transformer votre opérateur, mais pas ceux d'à côté. Et si vous faites des bêtises qui déteignent sur ceux d'à côté, vous serez coupé. Très vite. C'est-à-dire que le réseau va cicatriser autour de vous, et vous serez dans le noir. Ça s'est déjà produit. Moi, j'ai souvenir, il y a, je dirais 15 ans, peut-être un peu plus maintenant, à force. Quelqu'un avait publié sur YouTube une vidéo qui désobligeait les dirigeants du Pakistan. C'était vraiment pas une vidéo gentille, ça se moquait beaucoup, enfin c'était pas gentil. Du coup, les dirigeants du Pakistan, ils avaient ordonné à l'opérateur national de filtrer cette merde. Ce que l'opérateur national avait trouvé de plus simple, c'était de filtrer YouTube. Parce que filtrer la vidéo, c'est quand même particulièrement pénible. Et donc, bon, ils ont filtré YouTube au Pakistan, on s'en fout. Enfin, je veux dire, nous autres, on est des gens sérieux, on n'habite pas au Pakistan, du coup, ça ne nous regarde pas. C'est pas chez nous qu'on viendrait interdire des réseaux qui embêtent la classe politique quand une île fait du sbeul. Je vous laisse réfléchir à l'actualité. Et il se trouve que la façon qu'ils ont décidé d'utiliser pour filtrer YouTube était de s'appuyer sur un petit jeu de routage. Et ils ont merdé. Ils se sont ratés dans la config. Et donc la route particulière qu'ils ont annoncée pour faire un blackout de YouTube a été annoncée sur Internet. Et donc tous les routeurs d'Internet ont vu passer une annonce disant « Ah, YouTube, c'est ici, et d'ailleurs on le range dans un trou noir. » Et donc tout le trafic du monde entier de YouTube est allé vers le trou noir au Pakistan. Donc ça s'est vu, voyez-vous, en quelques minutes. En quelques minutes, on a dit, tiens, YouTube est en panne, c'est bizarre. À peu près 2 minutes après, les ingé réseau ont fait, bah non, il n'est pas en panne, il va au Pakistan. Et puis, 2 minutes après, ils ont fait, pourquoi il va là? Puis ils ont trouvé. Et puis, il y a plein d'ingé réseau qui n'ont juste rien fait. Puis il y a les quelques-uns qui étaient aux interconnexions de Pakistan Télécom qui ont dit, bon, on coupe. Et en gros, dans la demi-heure, YouTube est revenu évidemment, mais Pakistan Télécom s'est retrouvé coupé d'Internet. Maintenant, il y a quelques mesures de protection technique contre ce genre d'annonces illégitimes, mais il y en a très peu en vrai, parce qu'il n'y en a pas besoin. Les admins savent gérer ça. Alors que sur les médias contemporains, on a des systèmes beaucoup plus centralisés. Il y a un point dont je me méfie toujours, ça c'est un de mes profs d'économie au lycée, donc ça remonte, qui m'avait appris ça. Quand on voit que 2 phénomènes sont corrélés, ici la structure du médium et la structure sociale qui en résulte. On a bien une corrélation entre 2 trucs. Et il faut faire gaffe, déjà corrélation n'est pas causalité, et ensuite il faut surtout faire gaffe à ne pas lire à l'envers. Parce que sinon vous pouvez publier une étude extrêmement sérieuse, des analyses chiffrées, avec des chiffres et tout bien propres, en 2 colonnes comme dans la presse scientifique, avec des graphiques, des tableaux sur les niveaux de pluviométrie, les niveaux de vente de parapluies, et à la fin de votre étude, vous expliquerez que quand on vend des parapluies, ça fait pleuvoir. Eh oui, il y a une telle corrélation entre les deux. Donc il faut se méfier. Je ne suis pas bien sûr de est-ce que c'est la technique qui fabrique ces structures sociales ou bien est-ce que ce sont les structures sociales qui se reflètent dans la technique qu'on utilise.
C'est-à-dire que, est-ce que Internet est extrêmement horizontal, hyper distribué parce qu'il a été fait par des hippies ou LSD, ce qui est une explication plausible. Ou bien, est-ce que parce que Internet est un réseau extrêmement distribué, il induit des structures sociales beaucoup plus distribuées, beaucoup plus auto-organisatrices? À mon humble avis, c'est les deux. C'est-à-dire que le LSD joue un rôle, ça on est certain, mais c'est pas le seul. Et donc en fait, la question là-dedans, c'est que ce qui échoue quand on échoue une transformation numérique, c'est souvent autour de la structure sociale, donc des rapports de domination. Et tout est sur le mode de répartition des honneurs et des biens. Et ça, c'est tous les gens qui ont fait un peu d'anthropologie et de sociologie savent que c'est la question centrale en fait, en vrai. Tout le reste, c'est de la littérature. La vraie question dans nos sociétés, c'est la répartition des honneurs et des biens. Qu'est-ce qui fait que vous serez prestigieux ou pas? Qu'est-ce qui fait que vous serez riche ou pas? Et du coup, le quatrième morceau, alors je ne voulais pas vous le mettre dans le plan, parce que sinon vous n'auriez pensé qu'à ça et vous n'auriez pas écouté le reste. Et donc l'extrême droite au pouvoir, est-ce que c'est lié? Ça se discute. Ce que je viens de vous raconter, c'est que la réification et l'automatisation sont une source de maltraitance. Et que ce sont quand même des tendances de fond dans nos sociétés, la réification et l'automatisation de tout. Je viens de vous expliquer que les outils sont les rapports sociaux. Ou bien les rapports sociaux ont formaté les outils, ou bien les outils formatent les rapports sociaux. C'est ce qu'on vient de voir sur McLuhan. Mais du coup, le fait qu'on fabrique des outils automatiques de maltraitance des gens, est-ce que c'est le reflet du fait qu'on a une société hyper maltraitante? Ou bien c'est parce qu'on fabrique ces outils que la société devient hyper maltraitante? Vous voyez, moi je fais une corrélation entre les deux. Je me dis, si effectivement les outils sont les rapports sociaux, alors réification, automatisation, maltraitance, embêtant. Et on voit bien que les échecs de la numérisation sont liés à la répartition du pouvoir, et que je voyais plein de sourires complices dans la salle quand j'expliquais que la transformation numérique dans beaucoup d'entreprises, c'est ça. C'est des problèmes de répartition de pouvoir et de gens qui ne sont pas prêts à lâcher le pouvoir qu'ils détiennent. Est-ce que c'est pas la même chose dans nos sociétés, en fait? C'est-à-dire qu'on a des sociétés qui sont de plus en plus violentes, de plus en plus excluantes, ce qui se reflète dans les outils qui prévalent, ce qui se reflète dans le fait qu'on promeut et on met en avant les réseaux sociaux hyper centralisés qui permettent des contrôles gouvernementaux et qui permettent une féodalisation de la justice. Ça, si vous voulez, je vous raconterai, comme on aura le temps pour les questions. C'est très rigolo, le côté féodalisation. Mais donc voilà. Moi, je soupçonne qu'il y a un lien assez direct et qu'en fait, la façon dont nous, cadres ou bourgeoisie intellectuelle, on appelle ça comme on veut, répartissons ou pas le pouvoir dans nos entreprises, ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la façon dont fonctionne le monde. Et du coup, pour la conclusion, j'ai été piqué la célèbre citation de Kennedy. Alors, il y a deux traductions que j'ai trouvées. Alors, j'ai vérifié quand même il l'a vraiment dit apparemment dans son discours d'investiture en 61. Il y a cette traduction-là et il y a celle-là, qui est la même chose. Hein. À vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitables les révolutions violentes. C'est une tournure qui est plus passive en français, puisqu'il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de sujet. Alors que quand on dit ceux qui rendent une révolution pacifique impossible rendront une révolution violente inévitable, c'est la même phrase en anglais au départ, mais là on a fait apparaître un sujet. Donc la tournure n'est pas la même. Mais pour moi, ça c'est un élément clé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de morceaux dans nos sociétés qui changent. J'ai longtemps expliqué dans les conférences l'effet qu'avait Internet sur les sociétés, ce que ça produisait. Parce que ça échappait aux gens, et puis tout à la fin de la conférence, je leur disais que c'était pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas Internet qui change le monde. Parce que si je vous dis qu'Internet change le monde, vous êtes tous d'accord, le numérique change le monde, ok, tarte à la crème. Qu'est-ce que ça dit quand je le formule comme ça? Il existe le monde, bleu, il est bien là. Puis quelque chose d'externe qui pose Internet dessus. Et ça déforme le monde. Vous voyez, du coup, Internet change le monde. Mais si je vous dis ça, c'est qui le externe? Alors, il y a l'hypothèse divine. Moi, je l'aime bien. Okay, Internet a été donné par Dieu aux hommes pour les rendre meilleurs. Voilà, ça, moi, ça me va. C'est l'hypothèse divine. Bon, j'ai un peu de base scientifique, on va dire que c'est pas la plus probable. Mais si c'est pas ça,
Ben, je suis obligé de le lire dans l'autre sens. De dire Internet est l'outil dont le monde s'est doté parce qu'il changeait. Vous voyez le truc? Et en fait, pour moi, les violences qu'on voit monter dans le contrôle social, et dans 2-3 autres secteurs du même type, exactement comme la résistance au changement dans nos entreprises. C'est le vieux monde qui ne veut pas évoluer alors que le monde global est en train de changer. Et ça se traduit forcément par de la violence et du rejet. Ça ne peut pas faire autre chose. J'aime bien aussi, pour expliquer ça, l'analogie de la tectonique des plaques. Vous voyez, il y a 2 plaques continentales qui bougent. Et ou bien il y a un tremblement de terre tous les 8-15 jours, mais à peine mesurable, et le truc glisse. Ou bien il y a quelque chose qui vient bloquer le mouvement, qui vient l'empêcher. Et là, ça va monter en tension. Et puis, à un moment, ça finira par bouger, parce que le truc qu'empêche 2 plaques tectoniques de bouger, il va lâcher. Et en fait, plus il est solide, plus l'explosion sera violente quand il va lâcher. Voilà les liens que je voyais entre la liberté des individus et la géopolitique. Merci à vous.